Ah là là. Allez. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Donc moi c'est Benjamin et aujourd'hui je vais vous parler des rêves, pas ceux qu'on fait la nuit, mais ceux que l'on a depuis que l'on est enfant. Et pour commencer, je vais vous parler de la naissance de mon premier rêve. Alors je ne sais pas vous, mais moi depuis que je suis petit, je me pose plein de questions sur la vie. Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et toutes ces questions-là, elles me faisaient vraiment super peur quand j'étais petit, si bien que le soir, c'est souvent le soir que je me les posais. Et ça me faisait vraiment des angoisses nocturnes de me dire mais quel est le sens de tout ça? Qu'est-ce que je fous là? Mais qui je suis? Je sers à quoi? Et ça me faisait vraiment terriblement flipper. Et je me souviens un soir, j'ai entendu comme une petite voix intérieure me poser une question. Mais Benjamin, qu'est-ce que tu aimes? Je devais avoir 5-6 ans à l'époque. Et je réfléchis, je me dis mais qu'est-ce que j'aime moi? Mais j'aime le foot en fait. C'est ça que j'aime, je me sens vivant. Dès que je fais du foot, j'arrête de me poser des questions. Mais j'adore le foot. Et cette petite voix, je l'ai entendue, c'est comme si elle me répondait, elle m'a dit bah alors, fais ça juste, c'est bien. Et je me suis dit bah oui, le foot, c'est super. Je vais pouvoir faire ce que j'aime dans la vie. En plus, quand on fait du foot en étant professionnel, on devient riche. Et donc quand on est riche, eh ben, on a plein d'argent. Quand on a plein d'argent, on peut aider plein de gens, donc je vais pouvoir faire le bien. Et c'est comme ça en fait qu'est né mon premier rêve de devenir joueur de foot professionnel. Et alors je pense que je ne suis pas le seul ici, mais j'aimerais voir si vous, cher public, quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez aussi des rêves? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui avaient des rêves quand ils étaient enfants? Ok, est-ce que vous vous souvenez de votre rêve, ceux qui ont levé la main? Alors, si vous pouvez lever la main, ceux qui se souviennent de quel rêve c'était? Alors, je vais questionner un petit peu. Astronaute. Ah, excellent. Astronome, ok. Les planètes, les étoiles, excellent. Encore ceux qui ont levé la main? Joueur de foot. On est plusieurs, je vois. Maîtresse d'école. Chouette. C'est pareil, je voulais aller dans l'espace. Astronaute, ok. Super-héros. En reporter, j'étais ado aussi, donc je me souviens trop. Reporter, ok. Et est-ce que parmi vous qui avez des rêves étant enfant, est-ce que vous avez réussi à les réaliser? Oui? C'était quoi ton rêve du coup et qu'est-ce que tu as? Super-héros, ok. Je l'avais vu, mais je voulais pas le dire à tout le monde parce qu'après on va te demander plein de choses tout le temps. Excellent. Et ben, du coup, moi, si je suis là devant vous aujourd'hui avec ce ballon et que je ne suis pas avec Mbappé en équipe de France, c'est que je ne l'ai pas réalisé ce rêve. Et donc, je vais vous partager un petit peu la suite. Donc, j'ai eu un parcours scolaire assez classique, donc collège, lycée, tout se passait bien. Et donc, j'avais toujours ce rêve de footballeur, je m'entraînais dur, j'apprenais à faire des gestes techniques et plein de choses inutiles que j'ai essayé de faire pour qu'ils servent à quelque chose un jour. Et je suis assez content qu'ils servent un jour à quelque chose. J'ai décidé d'arriver en première année de STAPS à l'université de Nantes. Donc STAPS, fac de sciences du sport et des activités physiques et sportives. Et donc je quitte mon club de campagne qui s'appelle de Mareuil-sur-Lay en Vendée. Et je décide d'intégrer le club de Carquefou. Donc un club qui est beaucoup plus haut classé, qui se rapproche vraiment du très haut niveau. Et donc ma première année de STAPS se passe bien, je découvre la vie universitaire et je découvre un peu les sorties et je m'entraîne très dur et donc je passe à peu près 3-4 heures par jour à faire du sport, donc les cours de sport en STAPS plus les entraînements le soir. Tout se passe bien et arrive la deuxième année. Donc c'est la deuxième année de STAPS et c'est aussi ma dernière année en moins de 19 ans à Carquefou. Et pour moi, c'est vraiment l'année de tous les possibles. En fait, à Carquefou, à l'époque, donc en moins de 19 ans, la catégorie où j'étais, on jouait donc à la plus haute division régionale, donc juste en dessous du niveau national, où on avait donc tous les clubs professionnels avec les centres de formation. Et à Carquefou, l'année dernière, on avait fini premier de cette division-là, et le club n'était pas monté pour des raisons budgétaires. Mais donc, on jouait vraiment à un très bon niveau, et je m'étais entraîné vraiment très dur pour essayer de m'imposer dans cette équipe. Et là, pour moi, ça allait être l'année de tous les possibles, où, même si ça paraissait un peu fou, j'allais pouvoir enfin m'exprimer sur le terrain et j'allais être titulaire dans cette équipe. Et en plus, à cette époque-là, on joue la Coupe Gambardella, ça s'appelle, c'est la coupe des moins de 18, moins 19 ans de France, et donc on peut se faire repérer par des clubs.
Et donc, arrive la pré-saison, je m'entraîne dur, et au bout de quelques jours, je commence à sentir une petite gêne au genou. Je me dis, mince, qu'est-ce que c'est, ça me gêne, faut peut-être pas que je continue, parce que sinon je ne pourrais pas faire mon année comme je veux le faire. Et je vais voir le médecin, et le médecin me dit, ah bah c'est une tendinite, donc encore une maladie en HIT pour ceux qui étaient là à la conférence d'avant. Et donc il faut 3 semaines de repos, et après c'est réglé. Et donc je me dis, bon bah ok, je vais faire ce qu'il me dit, repos, donc je m'arrête, mieux vaut s'arrêter maintenant que de se blesser en cours de saison, c'est plus intelligent, je m'arrête. Donc j'attends, je fais tout ce qu'il me dit, donc rien. 3 semaines après, je sens, c'est pas parti mon histoire, je fais mince. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je retourne chez le médecin, et là, cette fois-ci, il m'envoie chez le kiné. Et donc, toujours tendinite, inflammation. Il dit, des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça arrive que ça dure, mais bon, voilà, vous inquiétez pas, ça va passer, il suffit de continuer de rien faire. Moi, je continue de rien faire. En plus, donc, je vais chez le kiné qui me prescrit. Et au bout de 3 semaines, toujours cette gêne au genou. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et au final, en fait, cette blessure qui devait durer initialement 3 semaines, elle a duré 2 ans pour moi. Et là, c'était vraiment le drame. C'est-à-dire que moi, j'avais consacré toutes mes pensées, mon existence à devenir joueur de foot professionnel. Et là, mon monde s'effondre parce que je vois tous mes potes qui sont en train de jouer, les gens de mon club qui sont en train de participer à la Coupe de France. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout ça? Parce que j'ai tout fait pour, j'ai tout fait bien, du moins je le pensais. Mais mon monde s'effondre, pourquoi tout ça? Et à cette époque-là, j'essaie de trouver des solutions pour essayer de guérir. Et j'ai ma maman qui me parle d'une dame qui fait des soins un peu énergétiques. Et donc je dis, tiens, je vais essayer, je vais aller là-bas. Elle fait du Reiki, cette dame. Et donc je la rencontre, on discute. Et puis j'ai l'élan de lui partager un peu mes questionnements existentiels. Et donc on discute. Et elle me dit, Benjamin, par rapport à tes questionnements, je pense que la thématique de la physique quantique pourrait t'intéresser. Donc moi, la mécanique quantique, physique quantique, je ne connais pas du tout. Je dis bon, d'accord. Et elle m'envoie une vidéo. Et c'est à ce moment-là que je tombe dans une nouvelle addiction, YouTube. Donc cette vidéo YouTube que cette dame m'envoie, je la regarde. Et magie d'Internet, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on finit la vidéo, que j'ai trouvée super intéressante, en fait, l'algorithme me propose plein de vidéos dans la même thématique. Donc vu que moi, je ne pouvais plus rien faire, j'étais cloué au lit ou assis parce qu'il fallait vraiment faire du repos. J'essayais en parallèle d'essayer de de valider mon année de STAPS, parce que j'étais quand même en 2e année de STAPS, il faut quand même faire un minimum de sport pour assurer. Et je faisais juste mes cours de sport de STAPS, et après, un repos, et je regardais des vidéos YouTube. Et c'est à ce moment-là que je découvre plein de documentaires, parce que c'était plutôt des vidéos de ce type-là, des documentaires sur l'écologie, la conscience, la spiritualité, la sociologie, la politique. Et je me rends compte en fait que le monde dans lequel je vivais, c'était pas du tout celui dans lequel je m'imaginais en fait. Moi, j'avais l'image un peu, je pensais comprendre le monde et être quelqu'un entre guillemets d'intelligent en regardant le journal de 20h le soir, et puis c'était la seule information que j'avais. Et je découvre qu'en fait le monde, malheureusement, il tourne pas très rond, pas très rond ce monde. Et à ce moment-là, je fais la découverte de chiffres que je trouve alarmants. Je découvre tout d'abord qu'on vit actuellement la 6e extinction de masse, celle de la biodiversité. Donc là, j'ai mis quelques chiffres que j'ai découverts à l'époque. Je découvre que depuis 1970, la taille moyenne des populations de vertébrés a diminué de 73% dans le monde. Je découvre qu'en France, entre 1989 et 2021, la population d'oiseaux de milieux agricoles a baissé de 36%. Je découvre que certaines prévisions estiment qu'en 2048, on n'aura plus suffisamment de poissons dans les océans pour continuer à pêcher. Je découvre que 40 000 décès en France sont dus chaque année à la pollution de l'air. Et je découvre également que socialement, c'est aussi la catastrophe. En 2004, en France, il y avait 133 000 sans-abri. Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 350 000. Je découvre que en 2006, les Restos du Cœur accueillaient environ 700 000 personnes et qu'aujourd'hui, ils en accueillent plus de 1,3 million. Je découvre également que 32% des Français sont en situation d'insécurité alimentaire, ce qui fait à peu près 20 millions de personnes, donc qui ont du mal à se nourrir en fait.
Et la statistique qui me fait le plus mal, que je découvre un peu plus tard, c'est qu'un jeune sur 4 a déjà eu des pensées suicidaires en 2024. Et donc, à cette époque-là de ma vie, je me rends compte que, en fait, le rêve que j'avais de devenir footballeur, il m'avait en quelque sorte détourné d'une certaine réalité. C'est-à-dire que j'imaginais le monde d'une certaine façon, et j'étais passé à côté de ça, qui me semblent des informations qui sont très importantes, parce que on parle quand même de la survie de l'humanité, il y a plein de chiffres alarmants qui s'ajoutent à tout ça, que je n'ai pas voulu écrire aujourd'hui, mais je me rends compte que le monde ne tourne pas bien, et je fais aussi la découverte d'un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Et donc ça met en avant, en résumant, je vais le résumer très rapidement et un peu mal, mais notre société est hyper dépendante aux énergies fossiles, et qu'en fait, si demain il y a le moins de pépins dans l'approvisionnement, si par exemple les camions ne peuvent plus aller vers Paris parce qu'ils n'ont plus de carburant, en quelques jours, en 2-3 jours, les stocks des magasins sont vides. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et j'étais là dans cette situation un peu catastrophiste, en train de me dire, mais en fait là, si demain il y a un truc qui pète, on est tous dans la merde et j'ai l'impression que personne ne le sait. Et comment on fait en fait? Comment on fait et quoi faire et que faire? Et c'est à ce moment-là où je commence à nourrir, je crois, une forme d'éco-anxiété où mon monde s'effondre et j'essaie de voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je peux faire moi? Parce que mon rêve il est en train de m'échapper des mains. À l'époque, je ne peux pas reprendre le foot. Je me rends compte que c'est trop tard maintenant, entre guillemets, parce que j'essaie de reprendre et je vois que ça ne passe toujours pas, cette blessure. Et mon rêve s'effondre et mon rêve de footballeur s'arrête et le sens de ma vie aussi. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous aussi, d'avoir des rêves et de vous sentir un peu empêché dans ces rêves. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais moi, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément touché et impacté. Et donc, à ce moment-là de ma vie, je me rends compte que ce rêve que j'avais de footballeur, en fait, c'était peut-être pas vraiment le mien. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, ce rêve-là de footballeur, il m'a sécurisé, il m'a rassuré, et il m'a montré une direction vers laquelle aller, ce rêve. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le mien, dans le sens où on est des millions de jeunes, on était plusieurs dans la salle d'ailleurs, à avoir rêvé de devenir joueur de foot professionnel. Et en fait, c'est bizarre, on est 8 milliards d'êtres humains, on est plus ou moins tous différents. On devrait quand même, j'imagine, avoir des rêves authentiques, chacun différents. Et pourtant, on est des millions à rêver la même chose, que ce soit dans le monde du sport de haut niveau, mais ça peut être dans d'autres types de métiers. Et souvent, dans ce genre de rêve, il y a très peu de place et il y a donc peu d'élus. Ce qui fait qu'on est beaucoup à rêver la même chose. Et donc, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, ça crée tout de suite un climat de concurrence et de compétition. Et ce que j'ai remarqué aussi, si je dézoome un petit peu sur ce que j'ai vécu, que je n'avais pas seulement épousé ce rêve de joueur de foot, mais j'avais aussi intégré, au-delà de ce rêve, j'avais aussi intégré le mode de vie de footballeur. C'est ça que je voulais en fait. J'avais l'image du footballeur qui a la belle voiture, qui a les beaux fringues, qui sort avec une top modèle, qui peut voyager partout, qui a une villa avec piscine. Et en fait, c'est tout ce mode de vie-là que j'avais intégré et dont je pensais avoir envie. Et en fait, je me rends compte que ce mode de vie-là, il est en fait responsable au moins en grande partie de ces choses-là en fait, et de ces injustices. Et ce que je considère être, moi, des formes d'injustice. Et en fait, je me rends compte que, évidemment, socialement, écologiquement, c'est pas tenable. Et je crois en fait que ces rêves préfabriqués, il y en a plein, il y en a plusieurs, ils sont en quelque sorte la cause de la plupart de nos problématiques parce qu'ils nous montrent une direction dans laquelle aller. Ça passe souvent par la société, donc ça passe par les médias, les magazines. Moi, c'est par les écrans, les matchs de foot que j'ai finalement intégré ce rêve. C'est là où j'ai, pour la première fois, vu des joueurs de foot à la télé. Et donc, c'est par ces médias-là que j'ai décidé de rêver dans cette direction-là.
Et en plus de ça, le fait de regarder beaucoup la vie des autres, donc par les écrans, et donc ça mène aussi quelque part à une forme de déconnexion, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'étais aussi devenu spectateur un peu de la vie des autres, de voir un peu où est-ce qu'ils allaient et qu'est-ce qu'ils font, mais aussi quelque part spectateur un peu de ma propre vie, et spectateur aussi du drame du drame qui se passe sous nos yeux, et en fait, j'en suis en partie responsable. Et donc tout ça, ça me faisait vraiment pareil, en fait, des formes d'angoisse, et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire et quoi faire? Et quoi rêver? Est-ce qu'on peut encore rêver dans ce monde où on nous annonce un peu que c'est bientôt la fin, quelque part? Est-ce qu'on peut encore rêver? Et si oui, quoi rêver? Et c'est à ce moment-là que dans cette quête un peu et dans ces documentaires que je regardais, il y en a un qui m'a vraiment ouvert les yeux et qui m'a vraiment profondément touché. Ce documentaire, il s'appelle Enquête de sens. C'est l'histoire de deux amis en fait, qui partent faire le tour du monde en quête de compréhension de notre monde qui ne tourne pas très rond et qui vont en quête d'initiatives et de solutions pour ces multiples problématiques. Donc c'est réalisé par Marc de la Ménardière ça m'a échappé, mais ça reviendra tout à l'heure. Enquête de sens, le film, et donc dans ce film, il y a un intervenant qui m'a profondément marqué, il s'appelle Satish Kumar, c'est un activiste indien, et donc dans ce moment de crise de sens dans lequel j'étais, il dit cette phrase qui marque, plus ou moins, je ne sais plus si c'est la phrase exacte, pardonnez-moi s'il y a un petit décalage dans les mots, mais en gros, il invite la jeune génération à ne pas chercher à faire un métier, mais plutôt à chercher un mode de vie. Dans l'idée où, en fait, moi, depuis mon parcours scolaire et donc avec les conseils d'orientation, etc., je croyais que dans le monde, on pouvait seulement prendre un métier qui nous correspondait le mieux, il fallait chercher lequel, et prendre celui qui nous correspondait le mieux, là où on était bon, et pouvoir cocher une case, faire partie d'un système. Et en fait, ce monsieur disait, il invitait la jeune génération, au vu des problématiques qu'on vit aujourd'hui, il nous invitait à ne pas intégrer un métier existant, parce que finalement, ce métier existant, il fait partie d'un système capitaliste qui cause plein de problèmes. Et du coup, il invitait la jeune génération à essayer de créer un métier plutôt qui réponde aux enjeux de société et qui soit pour qu'enfin un changement puisse advenir. Parce que sinon, si on répète tous les mêmes schémas, c'est vrai que ça va arriver aux mêmes conséquences. Et donc, on va rester dans des problèmes qui vont perpétuellement s'empirer. Et donc, à ce moment-là, je suis vraiment, je me mets un peu en quête de sens. Je me dis, j'ai plus de rêve, je ne sais pas trop où je vais. Qu'est-ce que je peux faire? Je continue la vie, je ne sais pas trop où je vais. Je vais essayer de chercher un peu ce qui peut faire sens dans ma vie. Et donc, j'arrive en 3e année de licence. Je suis en licence 3 management du sport. Et donc j'étais parti dans le côté sport compétition, sport business pour essayer de vivre de ce métier-là. Mais avec tout ce que j'avais vu avant, ça ne faisait plus aucun sens pour moi. Et du coup, je dis qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas à ma place, qu'est-ce que je peux faire? Et arrive un jour, hasardement, en cours de sociologie du sport, notre professeur nous dit il faut que vous observiez une pratique d'un groupe social, d'un groupe de sport, c'est mieux. Ça peut être la pétanque, le foot, ce que vous voulez. Un groupe social, vous devez l'observer pendant quelques semaines et vous allez voir, il y a un travail à rendre là-dessus et c'est de l'observation. Je me dis, moi, le sport de haut niveau et le sport, j'en ai un peu à ma tasse. Ça me frustre en plus de voir un peu ceux qui arrivaient, qui se dirigeaient vers ce que je voulais faire et moi, j'y arrivais pas. Je me sentais pas très bien par rapport à ça et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Puis au niveau des cours, j'y vois moins de sens, donc j'y vais un petit peu plus en mode tranquille. Et je me dis, qu'est-ce qui peut être pas trop chiant à faire et assez rapide, comme ça, c'est réglé, la sociologie du sport, même si c'était hyper intéressant, mais c'est un peu comme ça que je pensais. Et je cherche un peu dans les pratiques et je me rends compte que dans ma cité universitaire, il y a un cours de gestion du stress. Et je me dis, c'est à 3 étages en dessous, c'est pas loin, comme ça je peux aller vite fait, c'est cool. Et je toque à la porte je me présente à un professeur de gestion du stress. Et je lui dis, bonjour monsieur, est-ce que je peux observer cette pratique? C'est le cours de sociologie. Et je me dis, comme tous les gens normaux, il va me dire, oui, pas de souci, je m'assois, je regarde, peinard.
Et il me dit, dans mon cours, soit on participe, soit on s'en va. Du coup, j'étais là. Puis je venais d'entrer dans la salle et je me dis, bah, ça fait un peu con de se barrer parce que bon, bah, voilà quoi. Et je me dis, bon, bah, foutu pour foutu, allez, j'y vais, je perds 1 heure de ma vie, c'est pas grave. Donc je vais dans ce cours de gestion du stress. Je me retrouve, donc on apprend à faire des automassages, et puis après on apprend à faire des massages à quelqu'un d'autre. Donc je me retrouve en train de masser des gens et de me faire masser. Je me dis, mais c'est quoi ce cours? Où est-ce que je suis tombé? Et les étudiants, ils posent plein de questions, des questions hyper intéressantes sur l'alimentation et sur plein de choses. Et je me rends compte que le professeur, ses réponses, je les trouve intéressantes. Du coup, je lui pose plein de questions. Donc ce professeur est aussi professeur en nutrition. Il se trouve qu'il est à l'université de Nantes, il se trouve qu'il a fait la conférence juste avant moi, donc il se trouve qu'il est là aujourd'hui. Et il me dit, bon, par rapport à ce que tes questionnements et ta problématique au genou, il se pourrait que ton hygiène de vie soit responsable de ça, que ça t'ait mené là en fait. Je dis, ah bon, mon hygiène de vie, pourtant moi je fais du sport, je fais les choses, je pense que je fais les choses assez bien. Ouais, mais ton alimentation, elle est comment? Et je dis, alors moi, comment je mange? J'avais jamais trop pensé à ça. Et puis j'étais vraiment l'étudiant cliché. Donc mon régime de base, c'était pâtes ketchup, pâtes sauce, donc pâtes steak, pâtes jambon, pâtes crème fraîche, pâtes emmental, pâtes lardon. Ça fait 7, ça fait la semaine et c'était un peu mon régime. Et il me dit, bon, là, il y a peut-être un petit problème, il faudrait que tu manges de la nutrition. La nutrition, c'est intéressant, ça, ok, je ne connais pas. Et je lui parle aussi de ma problématique de ce que j'appelle le rhume perpétuel. C'est-à-dire que j'avais tout le temps le nez bouché, je me mouchais tout le temps, et j'avais toujours le nez plein. Et je me dis, bon, tant pis, je suis touché de ce syndrome à vie. Voilà, je me suis habitué, c'est pas grave. Et il me dit, écoute, ce que tu pourrais essayer de faire, c'est t'arrêtes de manger 3 jours des produits laitiers et tu vois ce qui se passe ensuite. Je dis, bon, ok. Bon, je sors du cours, j'ouvre mon frigo, je prends les produits laitiers, je les finis tous, comme ça, je me dis, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, comme ça, pendant 3 jours, j'en mange plus. Donc bon, il fallait attendre un jour de plus parce que je faisais en bouffer pendant là. Et donc 3 jours après, la semaine d'après, je vais au cours et je me rends compte 3 jours après, je respire quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je vais voir ce prof et je continue à poser des questions et je me rends compte que la nutrition, ça a un pouvoir en tout cas fort sur moi et qu'en plus, on peut aider des gens un peu à aller mieux et moi j'essaie d'aller mieux avec mon problème au genou. Et ça ouvre une porte en moi, le monde de la nutrition. Et c'est là où je me dis, bon, je suis en licence management du sport, je vais essayer de voir s'il y a un truc en nutrition en STAPS. Et là, je trouve un master en nutrition santé à l'université de Nice. Je postule. Normalement, ça ne se fait pas trop les changements de management à nutrition parce que ce n'est pas trop justifiable. Mais grâce à un stage que j'avais réussi à caler et puis 2-3 petits coups de violon dans la lettre de motivation, ça s'est bien passé. Et du coup, j'étais pris dans ce master à Nice. Et c'est là, je crois, où mes rêves vraiment ont pu renaître, en fait. Donc dans ce master à Nice en nutrition santé. Donc, cher public, je ne sais pas vous, mais je me pose la question, est-ce que vous avez actuellement des rêves ou des souhaits pour l'avenir qui soient bons pour vous et bons pour les autres? Je vous pose la question, pour l'instant, je ne vais pas demander quels sont ces rêves, mais je vous invite, pour ceux qui n'en ont pas, à commencer à y réfléchir pour plus tard, car on pourra en avoir besoin. Et donc, je reprends ma petite affaire. Désolé, il y a beaucoup de moi, mais vu que c'est moi qui suis là, je suis obligé de parler un peu de ça. Et donc, j'arrive dans ce master en nutrition santé. Et le master s'appelle Nutrition, Activité physique, Prévention, Éducation, Santé. Donc, c'était à l'université de Nice. Et en première année, il nous faut choisir un sujet de mémoire scientifique à étudier. Donc, préférablement, ça se dit ça préférablement, quelque chose en lien avec la nutrition. Et moi, à l'époque, avec toutes les vidéos que j'ai vues, je découvre la thématique du jeûne, le fait de jeûner. Et je me rends compte qu'apparemment, il y a un gros potentiel du jeûne pour améliorer sa santé. Et j'arrive devant ma prof et je dis, Madame, j'ai un sujet, ma prof référente à qui on doit dire quel sujet on prend. Et je lui dis, Madame, j'aimerais bien prendre le sujet du jeûne et le rapprocher avec le sport. Et elle me dit, Benjamin, on est en fac de nutrition, qu'est-ce que tu me parles du jeûne? On l'avait dit mieux que ça.
Mais je dis, bon, bah si, vous comprenez, j'aimerais étudier comment la machine elle fonctionne à vide. Comme ça, il y a plein de choses à apprendre. Et puis en plus, corrélé avec l'activité physique, je pense qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup d'études là-dessus, ça pourrait être intéressant. Elle me dit, bon, ok si tu veux, mais je te préviens, le dernier qui a choisi la thématique du jeûne comme mémoire, il a eu une mauvaise note. Alors je ne te conseille pas vraiment, mais si tu veux y aller, je ne t'interdis pas. Donc moi, je me plonge dans les recherches par rapport au jeûne, donc dans les articles scientifiques. Donc c'est vraiment un travail de recherche scientifique. On doit compiler des articles pour produire un mémoire. Donc tout se passe bien, je trouve des super articles qui parlent du jeûne et qui parlent notamment de certains articles assez révolutionnaires que j'ai pu présenter à ma prof, qui parlent notamment de la potentielle réversibilité du diabète de type 2 grâce au jeûne. Donc c'est des études qui méritent d'autres études avant de pouvoir affirmer ça comme un fait, mais c'est des études assez prometteuses qui étaient publiées dans des grosses revues scientifiques. Et donc j'arrive avec ça avec ma prof, elle me dit dis donc, tu as choisi un article qui fait 18 pages, tu es sûr que tu vas prendre un article classique comme les autres de ta classe, c'est plutôt 10 pages. Je dis non, j'ai envie de vous parler de cet article-là. Et au final, je me rends compte que dans le jeûne, il y a plein d'articles assez prometteurs qui montrent qu'on peut prévenir et potentiellement guérir d'un bon nombre de pathologies. Je travaille vraiment sur ce sujet de mémoire. Et arrive la deuxième année, et bon, je me rends compte en vous le disant, mais c'est souvent en deuxième année qu'il y a un truc qui se passe moyennement. On doit trouver un stage de plus de 3 mois rémunéré sur la thématique de notre mémoire scientifique. Donc moi, je me dis, merde, j'ai choisi le jeûne, est-ce qu'il y a un stage qui existe pour moi? Parce que tous les gens de ma classe avaient choisi des trucs un peu plus classiques, donc on pouvait prendre des stages que ceux avaient fait l'année dernière. Et moi, je me dis, oula, j'avais pas pensé à ça. Bon, ok. Puis je vois progressivement les gens de ma classe qui ils ont tous trouvé leur stage. Moi, je suis pris là, je suis pris dans telle clinique, je suis pris à Monaco, je suis pris machin. Et moi, je suis là, je suis ok. Comment on va faire? Et à cette époque, je lisais un bouquin. Donc je me revois dans ma CTU, dans le 9 mètres carrés. Je lisais un bouquin qui s'appelle La vie des maîtres. C'est un bouquin un peu perché qui parle de 11 scientifiques qui observent des sages tibétains faire des choses qu'ils témoignent comme miraculeuses, et eux, ils essaient de comprendre ce qui se passe. Et dans ce livre, ça parle de manifestations de ses rêves, de prières, de souhaits, de rêves. Je me dis, c'est sympa ça. Et du coup, je m'étais branché un peu à ces sujets-là. Et tous les soirs, donc, j'avais acheté un collier mala tibétain, donc c'est 108 perles. Voilà, moi, je suis pas du tout, j'adhère à aucune religion, hein, mais voilà, je trouvais ça sympa. En plus, j'ai des origines asiatiques et polynésiennes, donc je me dis, ça rappelle un peu la maison. Je sais pas pourquoi je dis ça, la maison, c'est la France, mais voilà, ça me parle en tout cas. Et donc dedans, dans ce livre, ça parle de la gratitude. Et comme quoi on peut la pratiquer tout le temps et que ça fait du bien. Je dis ok, donc j'avais acheté ce truc-là, et du coup je disais merci à chaque fois pour tout ce que j'avais. Donc dans mon 9 mètres carrés, je disais merci pour avoir un toit sur ma tête, merci pour avoir de l'eau facilement, merci pour vivre, que je sois au chaud dans ma cité universitaire, merci pour d'être en santé, merci d'être valide, toutes les choses que j'avais dont j'étais riche et que je ne me rendais pas compte. Et après, juste après, je commençais à sentir, tiens, je me sens super bien, je ne m'étais rarement senti aussi bien. Et là, j'ai eu une idée, je me suis dit, je vais remercier pour le stage de mes rêves. Je dis, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi je me dis, tiens, mais ce serait quoi le stage de mes rêves? Et là, je me dis, bon, je suis dans la merde, pardonnez mon vocabulaire, mes vulgarités, mais je me dis, bon, je suis vraiment dans la merde, je me fais du bien tout seul avec ma gratitude. Vas-y, je remercie pour le stage de mes rêves. Et tiens, ce serait quoi le stage de mes rêves pour moi? Alors, j'avais fait un stage de développement personnel quelques mois auparavant, et je me dis, la dynamique de groupe, je trouve ça sympa. J'ai demandé un stage où il y a des groupes. Et puis j'adore la nature, donc je vais faire un stage où je vais être en pleine nature. Qu'est-ce que j'aimerais d'autre? J'aimerais faire un stage où je fasse plein de super belles rencontres, où je puisse apprendre plein de trucs, et idéalement un stage où le stage idéal, comme on me l'avait vendu un peu à l'école, c'est le stage où après tu es embauché derrière. Un stage où je peux travailler plus tard là-bas derrière. Qu'est-ce que je veux? J'aimerais un stage aussi, tant qu'à faire, je vais être super bien payé, vraiment, mais hyper bien payé.
Je veux un stage où il faut que je fasse de la recherche scientifique. Et moi, j'avais pour idée, vu que mes recherches sur le jeûne, j'ai trouvé hyper enthousiasmantes, j'avais pour idée de poursuivre en thèse. Puis quand j'ai posé un peu la question à mes profs, j'ai vu que les financements, ça allait être très compliqué et que globalement, à la fac, là où j'étais, c'était mort. Et je me dis, j'aimerais quand même bien, ce serait un peu un rêve pour moi de pouvoir faire contribuer à la recherche scientifique et tout. Et du coup, voilà, je fais ma petite liste au Père Noël, comme ça, dans ma cité U, et puis la vie reprend. Tous les autres personnes de ma classe, quasiment tout le monde a trouvé son stage. Ma prof vient me voir, elle me dit, Benjamin, est-ce que tu ne veux pas changer de sujet de mémoire parce que là, la date se rapproche, sinon tu ne pourras pas valider ton année. Je dis, bon, ok. Bon, moi, pendant ce temps-là, je fais des recherches partout. Centre de jeûne en France, je me rends compte qu'il n'y a quasiment que des petits centres où il y a une seule personne qui travaille, donc pas les moyens de me prendre en stage. Il faut obligatoirement que ce soit un stage rémunéré. Je dis, bon, la France, c'est mort, je fouille partout, rien. J'essaye en Allemagne, il y a une clinique qui s'appelle la clinique Buschinger, qui est spécialisée dans le jeûne, qui est connue et qui est connue pour notamment accueillir des malades et avoir des améliorations de santé. Je pipe pas un mot d'allemand, mais je dis vas-y, on tente. J'envoie un mail et là, non, ils ne prennent pas de stagiaires en master, ils prennent que des gens en thèse. Mince. Je tente dans la filiale espagnole de cette même clinique. Cette fois-ci, l'espagnol, je maîtrise un tout petit peu plus. J'envoie un mail en espagnol. Pareil, ils ne prennent pas de stagiaires. Puis je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans les pays à côté? Je vais chercher en Suisse. Donc en Suisse, je trouve une clinique qui s'appelle la clinique Le Cœur Bad. Une clinique pareil spécialisée dans le jeûne que je ne connaissais pas. J'envoie un mail, refus. Là, je me dis, bon, là, ça commence un peu à se compliquer, mais je sais pas, j'étais tout insouciant à l'époque et je me dis, bon, vas-y, tous les soirs, je continue, merci la vie, merci pour le stage de mes rêves. Je visualise comme ça, je me dis, et je me fais kiffer, je me dis, c'est cool et tout. Et un jour, j'ai l'idée je me dis, tiens, et si je retournais voir en Suisse, sur Internet. Puis, alors ça n'a aucun sens parce que j'ai fouillé tout Internet, mais bon, je dis, allez, vas-y, je vais regarder. Et là, je vois nouvelle recommandation en sponsorisé, un nouveau centre de jeûne qui s'ouvre. Donc je clique, je regarde et je vais dans l'équipe et je vois recherche encadrant. Alors là, j'envoie un mail. Je dis allez, s'il vous plaît, la vie là, c'est chaud. J'envoie un mail et je reçois une réponse du directeur du centre. En fait, c'est un centre de jeûne préventif qui s'appelle le Centre Interlieu de Bien-être, qui est en train de lancer une étude scientifique en collaboration avec des chercheurs de Genève, avec un oncologue en particulier assez connu en Suisse. Et ils sont en train de lancer une première étude pionnière sur le jeûne dans un centre en Suisse. Et ils cherchent quelqu'un pour prendre les mesures sur place. Parce que les naturopathes qui accompagnent les jeûneurs sur une semaine, c'est des groupes d'environ 10 personnes, elles ne sont pas habilitées à faire ça et puis elles ont d'autres choses à faire en fait. Et donc, je passe les entretiens, je suis pris et j'arrive dans ma classe comme ça. Parce qu'en plus, les gens de ma classe, j'étais un peu en décalage parce que je me posais plein de questions un peu existentielles, des questions aussi sur la nutrition, et des questions un peu chiantes. J'étais l'élève qui dit « Monsieur, madame ». Je faisais chier un peu tout le monde. Et les gens de ma classe, ils me voyaient un peu comme le gars bizarre perché qui s'intéresse à des sujets bizarres. Et en plus, vu que je ne mangeais pas à la cantine comme eux, parce que je trouvais que ce qu'on mangeait à la cantine, c'était un peu pourri, c'était du surgelé, et puis il y avait plein d'additifs et tout ça. Ça ne faisait pas sens pour moi de manger... pas trop envie de manger ça parce que on est en fac de sport, on est censé prendre soin du corps. Du coup, je mangeais mes fruits le midi et j'étais catégorisé comme le gros loser qui est en train de prendre une thématique bizarre. Et tout le monde se disait, mais lui, il est foutu. Et j'arrive et donc dans la classe, tout le monde me demande, alors, tu as trouvé un stage? Ouais, j'ai trouvé un stage. Du coup, c'est en Suisse. Et là, je vois dans le regard des gens de ma classe, en Suisse? Quoi, en Suisse? Et puis d'un coup, j'ai l'impression de vivre une ascension sociale, c'est-à-dire que je passe du gros loser au mec qui sort le stage à l'étranger en Suisse. En plus, la Suisse, forcément, les salaires sont 4 fois plus élevés qu'en France. Donc, je crois que j'ai dû stopper le stage le mieux payé de l'histoire du STAPS de Nice. Et les gens, ils sont là, waouh! Et puis je me dis, mais purée, c'est fou. Hein. Il y a une semaine, j'étais une grosse merde. Et maintenant, les gens, ils me considèrent comme quelqu'un. Je me dis, c'est marrant. Et tout ça pour dire que, du coup, c'est incroyable parce que je ne sais même pas comment. Le hasard de la vie, du coup, j'intègre ce centre en Suisse où je prends des mesures avec l'équipe de recherche scientifique. Le directeur de l'étude scientifique me demande si je ne veux pas carrément participer à l'entièreté de l'étude en tant que chercheur. Donc moi, je dis oui, bien sûr.
Et je me retrouve du coup à être en pleine nature dans une vallée en Suisse, un peu paumé, il y a une rivière pas loin, c'est sur le flanc d'une montagne. Alors, la première fois que je suis arrivé là-bas, j'étais là, mais je vais faire un stage là. Il y avait la montagne, elle était immense, moi j'avais jamais vu la montagne vraiment. Un petit chalet en montagne, il y avait des bains thermaux pas très loin. Et vraiment, je vis le stage de mes rêves. J'arrive parce qu'en fait, il y avait une petite subtilité, c'est que on avait une période de stage de 6 mois. Et j'ai commencé mon stage 1 mois avant de rendre le mémoire, parce que la date ne correspondait pas avant. Donc j'ai dû bosser comme un fou pour valider mon année, mais j'ai eu de la chance et puis j'ai quand même pas mal bossé, et du coup j'ai pu valider mon année. Et il se trouve que au final, 2 ans après, j'ai pu participer à l'étude scientifique. Du coup, je suis co-auteur comme les autres chercheurs dans une revue scientifique d'un article sur le jaune. Et plus tard, en fait, je ne l'avais même pas imaginé, mais plus tard, ce centre, 2 ans après, il a refait appel de nouveau à moi. Et du coup, j'ai tous les trucs que j'avais rêvés, mais qui me semblaient complètement timbrés, j'avais tout coché, quoi. Et je trouve ça complètement fou. Et d'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je n'ai pas fait qu'un seul stage de mes rêves, j'en ai fait 2, en fait. J'avais réussi, en fait, dans ce stage, vu qu'il faisait que 3 mois, celui-là, on avait le droit de faire un peu plus. Et j'avais réussi à parler à ma prof d'un potentiel stage dans un média local, en Vendée, peut-être un média que vous connaissez, qui s'appelle Demain Vendée. Et donc c'est un média qui se veut, qui est indépendant et qui cherche par une information indépendante à proposer des choses différentes des médias plutôt traditionnels qui, aujourd'hui en France, 90% des médias sont possédés par une dizaine de milliardaires, donc il y a quelques conflits d'intérêts à ce niveau-là. Et souvent, les informations qui sont propagées dans ces médias-là, c'est des informations qui sont plutôt anxiogènes, c'est ce qui fait plus vendre. Et donc, ce média-là, Demain Vendée, il part plutôt en quête de solutions, inspiré aussi par ce documentaire En quête de sens. Et donc, j'intègre ce stage-là à Demain Vendée. Et ça a été vraiment quelque chose de marquant pour moi parce que je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces peurs que j'avais par rapport à toutes ces problématiques, par rapport à ce qu'on vit, il y avait plein d'autres personnes autour de chez moi qui avaient réfléchi un peu à ces questions et qui étaient moteurs et qui étaient source d'initiatives en local. Et donc, avec Demain Vendée, donc, on part à la rencontre de ces acteurs-là, locaux, donc des maraîchers biologiques, des boîtes de com spécialisées qui soutiennent que des projets écologiques, tellement d'initiatives que je me rends compte qu'en fait, le monde n'est pas foutu. En fait. Il y a des gens qui agissent tous les jours pour essayer de contribuer à quelque chose de positif. Et ça a été vraiment le stage où je crois qu'il m'a profondément guéri, en tout cas, je pense, de cette éco-anxiété, parce que je me suis rendu compte, en fait, si demain le monde s'effondre, il y a quand même des gens qui ont des compétences importantes et qui travaillent tous les jours pour ça. Et bref, ça a été vraiment un stage marquant. Donc si je vous raconte ça, c'est parce que, en fait, dans cette idée où je pensais que dans la vie, quand son rêve il tombe à l'eau pour différentes raisons, je pensais que j'aurais plus jamais de rêve. Et d'ailleurs, je ne savais toujours pas où j'allais, je n'avais toujours pas de rêve, mais je me suis dit, en fait, il y a des choses qui me paraissent impossibles, qui peuvent se réaliser. Et peut-être que lorsqu'on a son rêve qui tombe à l'eau, peut-être qu'il y a d'autres rêves qui nous attendent et qui peuvent se passer. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote sur un truc un peu comme ça, marrant, de liste au Père Noël. Donc quelques années après, un an après mon master, donc j'ai un pote d'enfance dans mon village, et ce pote, il nous arrive un truc, il y a eu une trahison importante, du coup, ce pote-là, ce ne sera plus mon pote, et c'est mort. Et du coup, moi, je me trouve dans une époque, un moment où j'ai plus vraiment de personnes autour de moi, de potes de mon âge, et c'est une période assez difficile. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis, tiens, ce serait quoi le pote de mes rêves? Je ne m'étais jamais posé la question. Alors, le pote de mes rêves, ce serait quoi? Ce serait quelqu'un qui fasse du surf, parce que moi, j'ai envie de faire du surf. Je m'entraîne, mais j'y arrive pas. Donc, j'aimerais un pote qui fasse du surf, depuis longtemps, pour qu'il puisse m'apprendre. Et en plus, comme ça, il pourrait m'emmener, comme ça, je n'aurais même pas trop besoin de conduire et tout. J'aimerais un pote qui ait au moins un peu une passion semblable à la mienne, pour qu'on puisse échanger sur d'autres choses.
Et puis, moi, à l'époque, je commence à m'intéresser au jardin-forêt. Je vais vous en parler juste après. Et donc, tiens, ce serait cool, quelqu'un qui soit un peu qui partage une passion avec moi, un pote qui adore les jeux de société comme moi, c'est fatigant. Et qu'est-ce que je rêvais encore? C'est déjà pas mal, je crois. Et je continue ma vie. Et en fait, à cette époque-là, je commence à m'intéresser un peu à d'autres choses. Et je rencontre un ancien de mon village qui m'apprend à faire des greffes et m'apprend à greffer des arbres et qui me parle de nature. Et il me dit, mais toi, il faut absolument que tu rencontres quelqu'un, faut que je te le fasse rencontrer. Puis je me dis, bon, des fois, les vieux, des fois, ils ont des idées un peu, bon, on va lui faire plaisir, mais bon, voilà. Et je dis, bon, bah d'accord, si tu veux et tout. Même s'il était très sympa et que j'avais confiance en lui, mais des fois, je me suis dit, bon, quand on veut te faire rencontrer quelqu'un absolument, c'est bizarre. Puis je sais pas, c'était quoi, peut-être 3-4 mois après, enfin, je sais plus combien de temps après, mais c'était longtemps après ma petite liste au Père Noël. Et en fait, donc ce monsieur s'appelle Patrick Forest, et il me fait rencontrer Morgane, pratiquant de surf depuis plus de 10 ans. Il faut savoir que moi, je vis dans une commune de 600 habitants, j'y suis depuis mes 11 ans, et dans ma commune, je connais tout le monde depuis longtemps, et il y a de près ou de loin, il n'y a personne qui coche une seule, à part les jeux de société, mais sur le surf ou sur autre chose, j'ai jamais vu personne qui fait du surf. Et là, je rencontre Morgane, surfeur depuis plus de 10 ans, qui vient de s'installer, qui vient de commencer à planter un jardin-forêt dans la commune, dans son jardin, passionné de jeux de société. Et en fait, ça devient mon meilleur pote, quoi. Un des meilleurs potes. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, aujourd'hui, celui qui m'emmène le plus souvent surfer au spot de surf, quoi. Tout ça pour dire que, à peu près à ce moment-là de ma vie, je me dis, mais en fait, il y a des rêves qui me semblent complètement fous qui se réalisent. Donc, du coup, j'ai peut-être une autre problématique aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est fou, qu'est-ce qui n'est pas trop fou comme rêve. Et j'espère que vous continuez et que vous avez trouvé le rêve ou un souhait que vous avez fort, parce qu'on va en avoir besoin juste après. Donc, je poursuis ma petite histoire. Je termine mon master. Voilà. 2 ans après, j'essaie de lancer mon activité avec un peu de difficulté de création d'activité en accompagnement en nutrition santé. Et arrive la période du Covid, le confinement. Et je commence à me questionner et je me demande comment est-ce qu'on pourrait créer des cercles vertueux. Parce que dans ce monde, avec toutes ces problématiques, je pense qu'il faut créer des cercles vertueux. Mais comment est-ce que je pourrais créer des cercles vertueux? Et puis, pas inspiré, puis je discute avec quelqu'un que j'ai recontacté depuis, en cherchant sur net, j'ai cherché son contact dans le SUAPS de Nantes, ce fameux professeur de gestion du stress, et je lui pose la question, donc je pose la question à Loïc, je lui dis, mais les cercles vertueux, ça te parle ou pas? Et direct, il me parle des arbres fruitiers. Et il me dit, quand on plante un arbre fruitier, ça produit des fruits pendant des dizaines d'années, et la nature, elle est toujours plus abondante. Et je me dis, pourquoi il n'y a pas des fruitiers partout? C'est super intéressant, ça. Donc, je fais mes petites recherches et je découvre les jardins-forêts et les forêts comestibles. En fait, les forêts comestibles, c'est un concept où, sur une surface donnée, on va essayer de planter un maximum de choses qui vont se manger, et on parle de 7 étages différents. Donc, il y a un premier étage, la strate des arbres les plus hauts, la strate de la canopée. On va avoir, par exemple, les arbres qui, comme les noyers ou les pacaniers. Pacaniers, c'est les arbres qui font les fruits comme les noix de pécan. Donc, au nord, on place souvent les arbres qui sont les plus grands. Ensuite, on place les arbres un peu plus petits, les arbres fruitiers, la strate des fruitiers classiques, pommiers, poiriers, cerisiers. Et je fais la découverte de fruitiers qui sont assez originaux. Là, j'ai un petit exemplaire ici qui est tout petit. Un fruit qui s'appelle l'assimier. On l'appelle aussi la mangue du Nord. C'est un arbre qui résiste au froid à moins 25 degrés. Et en fait, il donne des fruits comme des mangues. Et qui ont un goût, qu'à l'époque je ne savais pas encore, mais j'ai pu goûter, qui a un goût entre la mangue et la banane, un goût hyper exotique. Et je me dis, dis donc, il y a des choses qu'on peut faire pousser, je n'avais pas idée, c'est hyper intéressant, quoi. Des mangues, peut-être qu'on pourrait en faire moins venir de très loin et qu'on pourrait peut-être faire quelque chose en local. Puis ensuite, il y a la strate canopée, la strate des arbres fruitiers, ensuite il y a des arbustes fruitiers. Et je découvre pareil d'autres arbres hyper originaux. Il y en a un qui s'appelle le goyavier du Brésil. Ça fait des fruits de la taille d'un kiwi à peu près, vert, tout vert,
qui donne en octobre-novembre. Ça résiste au froid à moins 15 degrés, donc ça peut très bien pousser en Loire-Atlantique aussi. Et en fait, ça a un goût entre la fraise et l'ananas. Et donc j'ai la chance d'en goûter, je suis dans une pépinière, incroyable. Et je fais aussi la découverte des agrumes rustiques. En fait, on peut faire pousser des agrumes qui résistent au froid. Donc en Loire-Atlantique, en Vendée, là où je me trouve, des arbres qui résistent à moins 12, moins 15, donc mandarine, citron, et voire même pomelo et orange si on a un hiver assez lumineux. Et je me dis, waouh, mais hyper intéressant tout ça. Bref, donc je découvre les forêts comestibles, donc la strate de la canopée, les grands arbres fruitiers, les arbustes fruitiers. Ensuite, il y a les lianes grimpantes qu'on peut faire grimper dans les arbres fruitiers. Donc on va avoir la vigne, le kiwi, le kiwa, il y a plein d'autres choses exotiques. Ensuite, la strate plus basse, on va avoir les petits fruits, souvent la strate des fruits rouges. Puis la strate des couvre-sols comestibles. Par exemple, ça peut être l'ail des ours, les fraises, il y a un paquet de choses qui se mangent. Je découvre d'ailleurs que dans nos assiettes, il y a maximum une centaine d'espèces différentes, carottes, pommes, en végétaux. Et je découvre en fait qu'il y a une palette alimentaire, je crois qu'en Europe, c'est plus de 2000 choses qui peuvent se consommer, mais qu'on n'a pas l'habitude de manger. Donc ça, voilà, c'est les couvre-sols. Et enfin, il y a la strate des tubercules comestibles. On peut par exemple faire pousser de l'igname de Chine qui résiste à moins 15 degrés, ou là, je parle un exemplaire du gingembre qui résiste au froid, un gingembre japonais qui peut pousser en pleine terre, qui résiste à moins 18 degrés. Et donc je découvre ce concept de forêt comestible et je me dis, mais waouh, c'est incroyable. En fait, on peut créer dans un espace un endroit qui soit beau, parce que du coup, il y a des fleurs dans les arbres fruitiers, un endroit où on peut créer une abondance de nourriture. C'est un peu un petit paradis, quoi, pour moi en tout cas. Et c'est bon, et en fait, c'est hyper nutritif, parce que ce qui vient d'à côté de chez nous, quand il n'y a pas de transport, quand on n'est pas obligé de cueillir les fruits avant maturité, qu'on peut les cueillir juste à côté de chez soi comme ça, en fait, nutritionnellement parlant, ça n'a rien à voir. Vu que j'ai validé un master en nutrition et que je me suis aussi spécialisé dans le domaine, moi, ça me parle tout de suite. Et je me rends compte que les forêts comestibles, par rapport à tous les enjeux que je voyais qui clochent, je me dis, je trouve que ça propose des petites réponses à tout ça. Parce que les forêts comestibles, elles permettent de filtrer l'air, ça fixe le carbone, donc pour tout ce qui est réchauffement climatique, c'est vrai que c'est top. Ça permet aussi de filtrer l'eau avec les racines des arbres. D'ailleurs, il y a une meilleure infiltration aussi dans les nappes phréatiques. Il y a plein de points positifs. Également, ça offre le gîte et le couvert à la biodiversité. Donc, par rapport à la problématique qu'on vit d'effondrement de la biodiversité, ça a une action concrète. Et pareil, par rapport à l'érosion des sols, les sols s'enrichissent d'année en année dans le concept de forêt comestible. Et en fait, je me dis, en fait, c'est une action concrète que je peux faire maintenant qui pourra avoir des répercussions plus tard. Et en plus, ça m'offre moi de quoi rêver, parce que à l'époque, je ne sais plus quoi rêver. Et je me dis, mais c'est absolument extraordinaire. Donc je pars me former dans une association qui s'appelle la Forêt Gourmande, spécialisée dans le domaine en Bourgogne. Donc je découvre ce concept, et puis naît un jour ce rêve fou, que je considère un peu fou. Maintenant, je ne sais plus trop qu'est-ce qui est fou, qu'est-ce qui n'est pas, mais en fait, planter l'équivalent d'un terrain de foot de forêt comestible par commune. Parce que dans chaque commune, il y a un espace pour un terrain de foot. Je suis assez bien placé pour en parler, puis c'est bien qu'il y ait un terrain de foot. Mais on pourrait au moins disposer du même espace pour avoir de l'alimentation qui soit gratuite et qui soit disponible pour tous, en fait, parce que on utilise factuellement l'espace d'un terrain de foot pour une centaine de personnes, peut-être, par semaine, et moins dans des petits villages. Et en fait, on pourrait, en plus ça demande de l'entretien, la tonte, etc., on pourrait peut-être avoir un espace où, dans chaque commune, on puisse avoir de la nourriture gratuite, pareil avec toutes les problématiques d'alimentation aujourd'hui. Et je me dis, les forêts comestibles, vraiment, c'est une petite contribution, mais ça me parle, et peut-être qu'on peut faire quelque chose. Petit verre d'eau. Préparez votre rêve. Attention, on va en avoir besoin. Et donc, avec ce rêve un peu fou, je décide donc avec Louis qui est ici présent de créer une association qui s'appelle l'Association Nutritive, qui porte ce rêve de planter l'équivalent d'un terrain de foot de forêt comestible par commune, et donc qui entreprend aussi des actions en lien avec la nutrition et l'hygiène de vie dans son ensemble.
Et donc voilà, avec ce rêve un peu fou. Et j'ai eu la chance, il y a quelques temps, de voir ce genre d'initiative, de voir des initiatives de ce type-là, mais dans un cadre différent. Il se trouve que j'ai eu la chance d'aller sur une petite île, parce que j'ai de la famille qui vit en Polynésie, la moitié de ma famille en fait qui vit en Polynésie. Et j'ai eu la chance d'aller sur une petite île qui s'appelle Rurutu. Donc c'est une petite île qui est déconnectée en fait qui est beaucoup moins connectée que les îles comme Tahiti, qui est un peu l'île référence dont tout le monde parle, donc, qui est finalement qui s'industrialise de plus en plus. Tahiti, c'est vraiment plus du tout l'atoll qu'on s'imagine tout beau, tout bleu. Voilà, ça devient comme une ville comme ici ailleurs, et avec des endroits aussi plus ou moins sympathiques. Et j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui m'a proposé il m'a proposé de le suivre, découvrir sa terre natale, Rurutu, donc un petit atoll, où il y a un bateau qui passe tous les 15 jours avec des produits importés, et il y a 3 vols par semaine pour les touristes et les gens. Et c'est une petite île où, en fait, à l'époque de mon oncle, de la jeunesse de mon oncle, qui a à peu près 60 ans, donc il y a un peu moins, un peu plus 50 ans, on allait à l'école à cheval, il n'y avait pas de route, on marchait sur le récif de corail. En fait, c'est une île qui vit un développement à retardement par rapport à l'île de Tahiti et aux autres îles. Et je découvre donc sur cette île déjà un truc incroyable. En fait, il y a une route principale qui fait tout le tour de l'île, petite route cabossée avec des voitures qui ne passent pas le contrôle technique d'ici. Parce que j'ai pu en conduire une, tu freines et puis le temps que tu freines, tu freines pas tout de suite en fait. Bref, et donc je fais la découverte d'une initiative d'un directeur de pépinière fruitière du coin qui a décidé que, au lieu de jeter les fruitiers trop vieux pour être vendus, ils allaient les planter tout autour de l'île pour que en fait, tout le monde puisse bénéficier des fruits, avec la seule consigne de ne pas en faire un business, et de ne pas faire de vente. Et donc, j'arrive sur cette île et là, je découvre, moi, c'est mon rêve ultime, donc des fruitiers tout le long des routes, donc bananes, papaye, agrumes, pamplemousse, des goûts, j'avais jamais goûté des pamplemousses sucrés, des trucs de fou, pamplemousse, orange, citron, tout un panel de fruitiers tout au bord des routes. Et je me dis, mais waouh, c'est absolument extraordinaire. Et en plus, sur cette île, moi, c'est vraiment une petite image clé du paradis, parce que, en fait, donc, il y a une seule route principale, et dès qu'on croise une voiture, c'est pas commun, tout le monde se dit bonjour. Donc en fait, dès qu'on conduit, hop, bonjour, bonjour. Après, je me suis imaginé de le faire ici en France, mais bonjour à tout le monde que tu croises sur la route, ça peut être marrant. Et en fait, sur cette île, il y a cette initiative-là. Et ce que j'ai observé aussi par rapport à ce que je vous disais avant, c'est que moi, c'est un peu le rêve, parce que Rurutu, c'est aussi une des îles où tout le monde n'a pas besoin de travailler pour survivre, en fait. Parce que là, il y a tellement de nourriture sur place que il y a très peu de factures, à part les quelques factures d'électricité pour les quelques écrans qu'il pourrait y avoir. La nourriture, on peut la chercher tout seul, soit par la pêche, soit par la cueillette. Et il fait chaud tout le temps, donc il n'y a pas de facture de chauffage. Donc il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, ou qui font plein d'autres activités, mais autres que du travail, nous, comme on l'entend. Et moi, je me dis, c'est un peu le paradis, ça, cette vie-là. Moi, j'en aurais bien rêvé de peinard sur cette île-là, et planter des fruitiers là-bas. Et en discutant un peu avec la jeunesse sur place, je me suis rendu compte qu'eux, ils rêvaient de ma vie à moi, en fait. Ils rêvaient de pouvoir aller en ville, avoir une voiture. Ils rêvaient de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir voir des concerts, de pouvoir aller dans des stades. Et je me dis, mais c'est fou, je rêve de quelque chose, on devrait juste échanger de vie, et chacun aurait ce rêve. Et puis je me suis rendu compte du coup, que les rêves véhiculés par la société, c'est au travers des écrans que ça passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, principalement par les réseaux sociaux. Ce qui fait que, pour moi, ces personnes-là qui ont une vie que je trouve chouette et où il y a du sens, eux, ils vivent une forme de frustration d'être sur une île et de jamais pouvoir aller sur le continent, ou même sur la grande île de Tahiti parce que c'est trop compliqué avec l'argent, etc. Et donc, il y a tout plein de problématiques qui arrivent, avec aussi la nourriture importée, parce que, en fait, les gens commencent à de moins en moins s'alimenter de ce qu'il y a sur l'île, et commencent de plus en plus à consommer les sodas et autres choses qui arrivent par bateau, quoi. Bref, et du coup, je découvre cette île Rurutu et je me dis, waouh, en fait, les initiatives de ce type, elles sont possibles, ça existe déjà ailleurs, bon là c'est un peu loin, mais on pourrait le vivre, nous, ici, quoi. Et donc, on y vient à notre rêve.
Donc du coup, j'ai beaucoup lu sur plein de choses par rapport à ce qui m'était un peu arrivé avec ces rêves un peu fous. Et il y a plein de lectures où il y a des points communs qui ressortent. Parce que du coup, je suis toujours passionné par le sport et le sport de haut niveau quand même, je guette. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui revenaient assez souvent pour réaliser un peu ces rêves. Et je me dis, bon, c'est peut-être pas ça, mais je me dis, si jamais ça marche, ce serait bien de le partager autour. Et donc, il y a un principe important qui ressort très souvent, c'est celui de la visualisation. C'est le fait de s'imaginer la situation comme réelle, celle qu'on veut, pour qu'elle arrive. D'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui l'utilisent, notamment lorsqu'ils sont blessés, pour éviter de perdre trop de masse musculaire. Ils se sont rendus compte que lorsqu'on visualise simplement le mouvement, sans pouvoir bouger en étant alité, il y a une meilleure conservation des muscles, en fait. Donc la visualisation a un pouvoir fort intérieur. Et de l'autre, il y a un autre élément important, c'est celui d'associer une émotion positive à cette visualisation. Dans l'idée où, en fait, il semblerait que l'émotion, et donc notamment les émotions positives, impriment comme quelque chose en nous, ce qui fait que ça rend la visualisation encore plus réelle. Pour revenir sur la gratitude, dernière anecdote avant qu'on passe à notre petit exercice, si vous le voulez. La gratitude, j'ai pu l'expérimenter à plusieurs reprises. Donc souvent, c'est des petits rituels où je me dis, tiens, pendant tant de jours, je vais remercier la vie pour ce que j'ai. Et ça nourrit, je me sens tellement bien après ça que je trouve que ça a vraiment changé ma vie. Et ça m'est arrivé un cas concret de jour où j'ai passé le jour le pire de mes 5 dernières années, où j'ai vécu la journée la plus moisie. C'est-à-dire que engueulade, prise de tête, hurlements, plein de trucs horribles. Et à cette époque-là, je suis en plein dans une de mes semaines de gratitude. Et là, alors, j'ai aucune envie de remercier la vie, quoi. J'ai envie de lui faire des fucks plutôt et de me dire, qu'est-ce qui se passe, quoi. Bref, j'étais vraiment très en colère. Et il y a un moment, il y a une part de moi qui s'est dit, vas-y, tant pis, j'en ai rien à faire, je vais quand même faire mon rituel de gratitude, tant pis, quoi. Puis je suis tout comme ça, merci quand même, merci quand même, merci quand même. Après je commence, je me sens un peu mieux, merci quand même, 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 merci quand même. Et là je commence à me sentir vraiment bien, je dis, c'est quand même cool. Je vais continuer du coup, merci quand même, merci quand même. Et je commence à me sentir dans un état de béatitude et de bien-être, mais un état de bonheur dingue, alors que factuellement, j'ai vécu la pire journée de mes 5 dernières années, et je me sens super bien. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais un pouvoir sur mes émotions. Je pouvais, j'y arrive pas toujours, hein, et pas assez souvent, enfin, j'aimerais y arriver plus souvent, mais j'arrive à avoir du pouvoir sur mes émotions. Et par rapport à tous les livres que j'ai pu lire sur cette thématique-là un petit peu, l'émotion positive et la gratitude, c'est comme si on se plaçait en état de réceptivité. C'est-à-dire, c'est comme si on a un désir, je prends un désir de la société capitaliste, on veut une voiture, c'est le mauvais exemple, mais bon, je viens de le prendre. On prend une voiture, j'aimerais une voiture, telle voiture. Mais moi, je me sens là, c'est vraiment pas le bon exemple, mais bon, je me sens là, je sens que je ne mérite pas, que je ne suis pas bien, que cette voiture, elle est là et que moi, je me sens là. Et la gratitude, c'est un peu, j'aligne mon ressenti avec mon désir pour que ça puisse connecter. Bon, attention, apparemment, il faut être précis parce que la voiture, si on la demande, on peut la recevoir au prochain carrefour. Alors, faut peut-être être un petit peu précis, je vous préviens. C'est pour ça que c'est un exemple pourri. Hein. Et donc, voilà, la gratitude, il semblerait que ce soit un peu le hack pour manifester des choses dans sa vie. Et donc, je vous invite, si vous le voulez, avec moi, à un petit rituel, donc non dogmatique, non religieux, de réalisation des rêves, de ces rêves ou d'un souhait. Donc, je vous invite à penser à un souhait ou à un rêve que vous avez. Sentez-vous libre de participer ou pas, il n'y a pas de problème. Je vous invite à fermer les yeux, si vous le voulez bien, à visualiser votre souhait, votre rêve, et à le voir. Vous êtes dans la situation, et ce rêve que vous avez, vous l'observez, vous vous voyez dans la situation rêvée. Faites-vous plaisir, hein, si vous voulez aussi faire une petite liste au Père Noël en même temps, ou imaginez
qu'est-ce qui se passe quand ce rêve se produit? Il est en train de se produire en ce moment même. Vous vous visualisez en train de vivre ce moment. Et maintenant, vous allez ressentir l'émotion. Je vous invite à ressentir l'émotion que vous sentiriez si ce rêve se réalisait dès maintenant. Parce que ce rêve se réalise dès maintenant. Vous visualisez ce rêve et vous sentez, il se réalise. Qu'est-ce que ça fait? Quelle émotion je ressens à cet instant où ce rêve se réalise? Peut-être de la joie, peut-être de la gratitude, peut-être du bonheur. Mettez les mots que vous voulez dessus. Et je vous invite, maintenant, pour ceux qui veulent, moi c'est ce que je fais personnellement, je vous invite moi je demande à la vie, et à tout ce qui existe, si quelque chose existe, ou l'univers, ou on peut appeler ce en quoi on croit, demandez à la vie de vous aider à réaliser votre rêve, votre souhait. Avec de préférence un rêve ou un souhait qui est bon pour vous et bon pour tout le monde, parce que bon, sinon, c'est pas terrible. Et donc là, vous visualisez votre rêve, vous le ressentez, et vous essayez de faire monter cette émotion progressivement à l'intérieur de vous. Et je vous invite maintenant intérieurement à remercier la vie pour ce rêve qui se réalise, et de remercier, d'essayer de voir comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a une émotion qui monte? Est-ce que je sens un calme intérieur? Comment je me sens? Faites-vous plaisir. Hein. Puis, quand vous vous sentez prêt, je vous invite doucement à rouvrir les yeux. C'est une pratique que je vous invite à faire régulièrement si vous avez un rêve à réaliser. Ce que je me dis, c'est que au pire, ça ne marche pas, et ça ne sert à rien, vous avez perdu du temps, mais vous vous êtes quand même fait plaisir au passage. Ou au mieux, ça marche. Et je crois que, vu dans le monde dans lequel on vit, les rêves qui sont bons pour nous et bons pour les autres, ce serait bien qu'ils se réalisent. En tout cas, voilà. Et donc, je vous invite si vous voulez, à poursuivre ça ensuite. Et l'idée, donc, dans ces différents livres, ce qui est expliqué, c'est que l'idée, c'est de lâcher prise sur son désir. Un peu comme si on vient de faire une commande au restaurant d'un plat, on n'est pas toujours en train de se demander si le plat il va arriver ou pas. On sait qu'on l'a commandé, il va arriver très probablement. C'est comme pour un colis, hein, on l'a commandé, il va arriver. Dans le monde imaginaire, il arrive tout le temps. Dans le monde réel, des fois, il se passe des trucs entre-temps. Mais voilà, c'est comme si la chose que vous vouliez, elle arrive à vous. Et enfin, évidemment, ça demande aussi à passer à l'action parce que si on ne passe pas à l'action, c'est sûr que rien ne pourra se produire. Donc voilà, j'en arrive à ma conclusion. Toutes ces histoires et beaucoup de moi, je, tout ça pour dire en fait que s'il y avait une chose que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que je crois qu'on a un pouvoir immense déjà sur soi-même, sur comment on se sent, comment on choisit de voir la vie, peut-être plutôt du bon côté que du mauvais, même s'il y a des choses qui nous invitent à y voir le mauvais côté, et peut-être qu'il serait bien qu'on y travaille ensemble, à embellir peut-être ce monde. Mais pour moi, on a un pouvoir fort à chaque instant, à chaque acte du quotidien, et comme le disait juste avant aussi Loïc, chaque acte de consommation, on va choisir de nourrir un monde ou un autre. L'ancien monde et toutes ces problématiques, ou un nouveau monde où peut-être on prend soin de la terre. Donc par exemple, si on choisit de financer un maraîcher biologique qui prend soin de la terre en permaculture, ce sera différent que si on va au supermarché, même si des fois on est peut-être obligé d'y aller, hein. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais où on va plutôt nourrir un actionnaire du CAC 40. Donc voilà, on a un pouvoir fort, je crois, un pouvoir fort. De plus, collectivement, on a aussi un pouvoir très fort parce que je crois que chaque avancée, elle est souvent née d'un acte de plus ou moins de résistance. C'est-à-dire que si ensemble, on décide d'arrêter de cautionner quelque chose, demain, dans notre société où seulement le profit est mis en avant, les entreprises elles vont se plier aux actions des citoyens. Parce que si demain, on n'achète plus des produits laitiers ultra transformés, par exemple, forcément, il y aura des changements concrets qui vont arriver dans le monde de fait, parce que on force en fait un peu la main. Et l'autre chose que j'ai envie de vous partager, c'est que je crois qu'il nous faut aujourd'hui rêver pour résister à ce monde décadent, dans l'idée où, pour espérer que ce monde change un jour,
comment espérer que ça aille mieux si on n'arrive pas intérieurement dans nos imaginaires à imaginer que ça aille mieux? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est mis en avant par la société, les films catastrophistes, souvent les films de science-fiction, les 3/4, peut-être même plus, c'est que des films de fin du monde. Et en fait, dans nos imaginaires, on visualise la fin du monde, et en plus, les chiffres existants, enfin les chiffres qui sont sous nos yeux, ils sont accablants, et voilà. Et donc, en fait, tout nous pousse à ne plus rêver. Mais en fait, je crois que chaque avancée qui a eu lieu un jour positif sur cette Terre, elle est née d'un rêve. Et je crois que pour moi, rêver, c'est le premier acte de résistance. Et en plus de ça, collectivement, on peut s'entraider. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on décide ensemble de réaliser nos rêves, d'ailleurs, si vous avez certains de vos rêves qui se réalisent, envoyez-moi un petit message, je serai heureux de lire dans ce que vous avez rêvé juste avant. Mais ensemble, on a le pouvoir de s'entraider aussi. C'est-à-dire que, tiens, moi j'ai tel rêve, toi tu as tel rêve, peut-être qu'on peut s'aider et se rencontrer à un endroit, et peut-être qu'on pourrait, voilà. Ça peut paraître très utopiste, mais je pense que c'est un des premiers endroits où on peut avancer ensemble. Et peut-être qu'il est temps que je tourne cette page de l'Ancien Monde. J'ai juste mis la référence du documentaire et de l'association pour ceux que ça intéresse. Et voilà, j'aimerais conclure là-dessus que je crois qu'aujourd'hui, il nous faut réensauvager nos rêves et libérer nos imaginaires pour pouvoir laisser un futur désirable aux générations qui vont suivre, et pour créer maintenant peut-être des petits paradis ou un grand paradis, parce que je crois que sincèrement c'est possible, même s'il y a un beau challenge, et je crois que la vie c'est challengeant. Mais voilà, j'aimerais conclure là-dessus que réensauvageons nos rêves, libérons nos imaginaires, et puissions-nous réaliser nos rêves ensemble. Merci. Merci.